Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Marion de Marion Nutrition, nutrithérapeute fonctionnelle, pour parler de la perte des cheveux, petite perte ou perte plus conséquente, qui peut nous gâcher la vie et nous complexer énormément. Marion nous raconte son expérience puisqu'à l'âge de 25 ans, elle avait déjà perdu près de 50% de ses cheveux, et c'est vrai que ça fait toujours du bien d'avoir des spécialistes qui savent vraiment de quoi ils parlent. Dans cet épisode, on va parler des différentes causes de la chute des cheveux, évidemment, parce qu'il y en a de nombreuses, et on a d'ailleurs souvent du mal à identifier le coupable, car il peut y en avoir plusieurs d'un coup. Coquin. On parle ensuite des moyens classiques pour lutter contre la chute des cheveux, et bien que ces médicaments puissent nous rassurer momentanément, ils ne résolvent pas le problème et on peut avoir tendance à ne plus oser l'arrêter de peur que tout retombe. On fait le point sur l'utilité des nombreux compléments alimentaires que l'on peut trouver sur le marché, et Marion nous donne ensuite plein de conseils tant sur l'alimentation que sur les compléments alimentaires, l'hygiène de vie, le brossage, les vitamines, etc. etc. Bonne écoute mes touffus. Bonjour Marion. Bonjour Léna. Je suis très contente que tu sois là aujourd'hui. Merci de me recevoir, moi aussi. On va parler de la perte des cheveux parce que c'est un sujet un peu tabou pour les femmes, et je crois que toi-même tu as souffert d'une perte de cheveux qui était assez conséquente parce que tu avais perdu plus de 500%, plus de 500%, ça fait beaucoup, parce que tu avais perdu plus de 50% de tes cheveux à 25 ans, c'est ça? Oui, absolument. Et qu'est-ce qui t'est arrivé alors? Raconte-nous un petit peu. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? Alors, c'était très progressif, quand je dis qu'effectivement j'avais perdu 50% de mes cheveux à 25 ans, je m'en suis rendu compte, un peu sur le tard. Ça s'est fait vraiment de manière un peu, sous-jacente, sans que je m'en rende compte, petit à petit, depuis la puberté, à partir de la puberté plutôt. Et puis c'est vrai que quand je me rendais compte qu'effectivement, bon, j'avais quelques petits endroits clairsemés. Je me disais que dans ma famille, il y avait des femmes, ou il y a toujours des femmes qui ont ce genre d'implantation. Donc je me suis dit: «Bon, bah, c'est normal, c'est la génétique, c'est la vie, Ouais. et puis c'est tout». Et puis, j'en suis venue à un point où, je me souviens, une personne plus grande que moi dans un ascenseur, que je connais très bien, avec la lumière en plein, de sur le crâne dans les ascenseurs, c'est toujours, très peu flatteur pour les personnes qui perdent leurs cheveux, qui m'a dit: «Ouh là là, mais tu vraiment dégarnie quoi, tu es un peu chauve, qu'est-ce qui se passe?» Et donc à partir de là, j'en suis devenue très consciente, et c'est vrai qu'on se regarde jamais de haut, donc on se rend pas forcément compte d'à quel point, le problème est là. Mais bon là, ça m'a fait prendre conscience du problème et ça a commencé à me miner mon moral. Ça a dû être un grand complexe. Ouais, absolument, hein. De toute façon, toutes les auditrices qui souffrent de chute de cheveux ou même d'acné, tout ce qui se voit, en fait, notamment sur le visage, c'est très, très dur à gérer. C'est terrible. Alors je sais que c'est pas la fin du monde, qu'il y a toujours pire dans la vie, bien évidemment, hein. C'est pas un cancer, c'est pas tout ça, mais quand on porte la chute de cheveux, quand on porte l'acné, c'est très dur. Mon point de vue confiance en soi, on se sent moche, on sort moins, on voit moins de gens. Voilà, ça a l'air un peu excessif pour les personnes qui n'en souffrent pas, mais vraiment tant qu'on n'a pas souffert de ce problème, on ne peut pas se rendre compte de la détresse que ça peut causer. Je valide totalement. Ouais, absolument. Donc, j'étais là avec ce problème, sans vraiment de solution. Bon, comme tes auditrices, je pense que j'ai un peu, tout essayé, mais c'est quand, j'ai repris des études de nutrithérapie, quand je me suis intéressée à tout ça avec les années, avec l'expérience, en consultant moi-même des spécialistes, en me spécialisant. C'est comme ça que j'ai fini par renverser un peu le problème, et c'est encore en cours, hein, parce que quand on parle de cheveux, ça met forcément du temps malheureusement, mais c'est comme ça. Donc toi, tu as souffert de ça principalement, on va dire. En tout cas, tu t'es rendu compte de ce problème à 25 ans. T'as quel âge maintenant? J'en ai 28. Et alors tes cheveux, c'est comment en ce moment? C'est un peu mieux, il y a plein de petites repousses. La chute a stoppé, donc c'est une très, très bonne chose, mais le travail n'est pas fini, hein. En plus, on va peut-être y venir, mais moi j'ai commencé par identifier, un premier problème, et j'ai tout fait pour que ce problème, cesse, et malgré vraiment tous les efforts, et pendant 1 an et demi, rien n'y faisait. Le problème était toujours là, et en fait, j'ai dû creuser plus loin et trouver une cause, au problème, une cause à la cause si tu veux. Mmh. Et c'est quand j'ai commencé à m'occuper de cette
cause de la cause que j'ai pu enfin commencer à passer de l'autre côté. Donc voilà. Non, c'est vrai que ça a dû être très dur à vivre. Moi, je connais que l'acné et déjà de base, c'est compliqué. Alors Oui, avec les masques, des fois, ça cache un peu, c'est pas mal, mais en même temps, ça en rajoute en plus. Donc, tu vois, au final, c'est vrai. c'est pas terrible. Mais c'est vrai que les cheveux, bah, à part l'hiver où tu mets des bonnets pour cacher ça, c'est un peu Oui, compliqué quand même. c'est compliqué, même en les attachant, on voit le crâne, donc c'est limite pire. Donc bon, c'est compliqué. Après, il existe des sortes de perruques et tout, mais bon, c'est dur d'en arriver là. Oui, c'est ça. Psychologiquement, c'est pas évident. Donc bon, effectivement, Et puis surtout, quand t'as 25 ans, t'es jeune, tu ne dois pas penser à ça en fait. Enfin, tu vois, c'est pas censé être ton focus, quoi. Donc oui, non, ça a dû être vraiment dur. oui. Et ma question, c'est d'où vient la perte des cheveux? Parce qu'il n'y a pas qu'une seule origine de perte de cheveux, il y en a plusieurs, non? Alors oui, c'est ce qui fait que c'est un peu compliqué de s'en sortir, c'est qu'il y a vraiment de multiples causes et puis en plus, il peut y avoir, plusieurs causes, à l'œuvre à la fois. Donc sinon ce serait trop facile bien évidemment. Donc voilà, il y en a plusieurs, mais pour celles qui sont les plus courantes, il y a déjà certaines carences, je pense au fer, aux vitamines du groupe B, aux acides a certains acides aminés, certaines protéines qui sont nécessaires en fait pour la pousse des cheveux. Donc typiquement, si on mange pas assez, si on est en malnutrition, si on est peut-être flexitarien, végétarien, vegan, on peut venir à manquer d'un certain nombre de ces nutriments. Si on a des règles particulièrement abondantes, on va avoir tendance potentiellement à manquer de fer. Ou alors, on peut tout simplement manger tout ce qu'il faut, mais mal absorber ces nutriments. Ouais, ça c'est pas mal ça. Ouais, ah ouais, c'est clair. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression de manger super sain, Mhm. ou en tout cas très équilibré, et pourtant il y a un problème de malabsorption qui est hyper Absolument. important et conséquent. Ouais, ouais, Voilà, complètement. donc même au sein des carences, il peut y avoir plusieurs causes de carences et plusieurs, donc voilà, même à ce niveau-là, c'est assez complexe. Mais, au-delà de ça, il peut y avoir des causes hormonales, que ce soit postpartum, que ce soit un problème d'hormones androgènes, un problème de thyroïde. Ça peut être des maladies auto-immunes aussi qui causent la chute de cheveux ou alors même certains médicaments qui peuvent, avoir comme effet secondaire de faire chuter les cheveux malheureusement. Hmm. Ça peut être aussi tout ce qui est stress émotionnel, psychologique, traumatisme ou alors même stress physiologique. Le stress physiologique, c'est tout ce qui stresse le corps à l'intérieur sans qu'on s'en rende forcément compte. Ça peut être, des infections chroniques, la maladie de Lyme, des parasites, ou alors même des infections du cuir chevelu, je pense à la dermatite séborrhéique, ça peut être du psoriasis. Donc voilà, c'est assez il Oui. peut y avoir beaucoup de choses à l'œuvre. Ah oui, tu m'étonnes, c'est pas facile de trouver la cause, hein. En tout cas, c'est un Voilà. signe de ton corps qui te montre qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Absolument, oui. Ouais. Comme tous les symptômes, c'est voilà, c'est un signal qu'il y a quelque chose à creuser. Et ce qui est intéressant, ouais, c'est que tu parles des hormones parce que je pense que ça va intéresser plus d'une. C'est au niveau des androgènes, hein, c'est ça qu'il peut y avoir un souci. Oui, alors, des androgènes aussi, de la thyroïde, mais pour parler des androgènes, alors les androgènes déjà, pour celles qui ne connaissent pas, c'est des hormones, qu'on associe au masculin, donc ça va être la testostérone, mais pas que, hein, il y a plein de dérivés de testostérone. Alors nous les femmes, on en a aussi, certes en moindre quantité que les hommes, Je vois pas de quoi tu parles. mais ouais, elles servent à plein de choses. Elles servent à la libido chez nous, au désir, à l'ovulation, à la santé musculaire, osseuse, donc elles sont nécessaires, même si elles sont là en plus petite quantité. Mais quand, en tant que femme, on en a trop d'hormones androgènes, ces hormones androgènes en excès peuvent rétrécir, en fait, les follicules pileux, donc la base des cheveux. Donc les cheveux vont commencer par s'affiner et puis à terme, en fait, les follicules pileux vont disparaître, en fait, vont mourir et à ce moment-là, le cheveu, voilà, ne peut même plus repousser. Ah oui. Donc c'est ce qui se passe, en fait, quand, on appelle ça l'hyperandrogénie, donc l'excès d'hormones androgènes. Et dans ce cas-là, on a tendance à perdre des cheveux sur le haut du crâne ou un peu sur les lobes, un peu comme ça se passe chez les hommes, en fait. Ouais. Et puis la petite subtilité, c'est qu'on peut avoir ce genre de chute de cheveux sans avoir trop d'hormones androgènes, mais en ayant une hypersensibilité aux hormones androgènes. Donc en fait, nos cellules, vont réagir aux hormones androgènes comme s'il y en avait beaucoup trop, donc elles sont hypersensibles. Donc voilà, c'est pas toujours évident parce qu'on peut faire une prise de sang, d'hormones androgènes, que tout soit OK, mais en fait, il peut y avoir cette petite subtilité à l'œuvre. Voilà comment ça se passe. L'alopécie androgénétique, c'est ça dont tu parles ou c'est autre chose? Absolument. Oui, c'est exactement ça. Dans ces cas-là, c'est bien de faire un examen sanguin. Oui, déjà un bilan sanguin, pour checker, les hormones androgènes à minima, ça peut déjà nous donner une idée de ce qu'il se passe, et même quand les hormones androgènes ne sont pas forcément au-delà de la fourchette, si elles sont vraiment, très élevées dans la fourchette, ça peut déjà être un signe. Donc voilà, que des résultats OK ne nous empêchent pas d'aller plus loin. Hmm.
Et toi, si je peux me permettre, tu souffrais de quel problème parmi tous ces problèmes que tu nous as cités? Moi, c'est ça, c'est l'alopécie androgénétique. Moi, j'ai trop d'androgènes. J'ai une tendance à trop en fabriquer et à trop peu les éliminer et du coup, bah, chez moi, ça s'est matérialisé par la chute de cheveux, justement sur le haut du crâne et par de l'acné également sur le bas du visage et aussi de l'hirsutisme. L'hirsutisme, c'est la présence de poils, épais, drus à des endroits où ils ne devraient pas pousser chez une femme et en général, ces 3 symptômes peuvent arriver en même temps puisque c'est le résultat des hormones androgènes en excès. Donc voilà, après, c'est pas obligé qu'on ait les 3 en même temps, hein. On peut avoir de la chance et n'en avoir qu'un ou 2, ou alors vraiment pas de chance et on en a 3, mais voilà, ça peut venir ensemble. Et en tout cas, s'ils sont là ensemble, c'est un signe qu'il y a certainement un problème au niveau des androgènes, clairement. Ouais, non, c'est intéressant. C'est des indices qui nous aident dans le diagnostic, quoi. Exactement. Ouais. Et alors, est-ce que ça peut être lié au syndrome des ovaires polykystiques? Oui, absolument. Bah, justement, le syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK, c'est un syndrome dont un facteur phare est l'excès d'hormones androgènes. Alors, Tatin. pas forcément présent, mais c'est très, très souvent présent. Donc voilà, on peut avoir une hyperandrogénie sans SOPK ou alors on peut avoir le SOPK et l'hyperandrogénie qui le caractérisent souvent. Ouais, non, c'est intéressant parce que, voilà, c'est encore une fois, on affine un peu le diagnostic et le syndrome des ovaires polykystés, c'est assez compliqué, hein, et je pense que quand on arrête la pilule, notamment, on peut avoir ces phases hein, d'hirsutisme, comme tu dis, Oui, ou enfin, tu vois, d'autres symptômes qui sont très désagréables et c'est intéressant de remarquer tout ça. oui, absolument. Et de s'en occuper. Et en plus des hormones qui sont, donc ça, c'est très intéressant, mais il y a aussi les facteurs polluants comme les UV, la pollution, les produits chimiques, j'imagine. Oui, absolument, hein, tout ce qui peut agresser le cheveu, que ce soit à l'extérieur déjà ou même à l'intérieur, de manière, indirecte parce que typiquement des produits toxiques, des perturbateurs endocriniens, ça peut perturber nos hormones qui par ricochet perturbent, la pousse des cheveux. Donc il y a ça et puis de manière externe, effectivement tout ce qui est, je sais pas, sèche-cheveux quand on tire sur les cheveux, les produits, les peut-être les shampoings, les traitements, pas forcément naturels. Quand on a une chute de cheveux, disons que ça n'aide pas. Hmm. Après, c'est pas mes spécialités, donc je saurais pas rentrer dans le détail, mais effectivement, voilà, a priori. C'est aussi à prendre en compte pour améliorer sa qualité des cheveux aussi, quoi. Oui, voilà, laisser Ouais, ses cheveux tranquilles, c'est toujours une bonne idée. ouais. Voilà. Tu parlais de malabsorption intestinale. Quelles carences peuvent être à l'origine d'une perte de cheveux ou y participer? Tu as parlé du fer. Oui, le fer, c'est un peu, la première chose à laquelle on pense quand, on perd ses cheveux. Donc, faire une prise de sang pour checker ses niveaux de fer, c'est un peu le 1re chose à faire. Et donc s'il y a un problème à ce niveau-là, il faut s'en charger. Se complémenter en fer éventuellement si c'est pertinent. Après, il faut vraiment faire un dosage de fer sanguin parce que si on se trompe de dosage, si on se complémente en fer sans avoir fait de prise de sang, on peut se retrouver avec trop de fer, ce qui est tout aussi problématique que pas assez de fer à de Ouais. nombreux niveaux. Donc voilà, juste petite précision. Et si jamais on se complémente en fer, mais que les niveaux de fer ne montent pas, encore une fois, faut chercher plus loin. Est-ce qu'on n'absorbe pas le fer? Est-ce qu'on a peut-être des petites choses type parasites dans nos intestins qui utilisent notre fer et qui nous en privent? Donc voilà, si jamais ça vous arrive, que vous ne lâchez pas l'affaire. Et au-delà du fer, la B12 c'est très important pour les cheveux. Des acides aminés qui s'appellent, méthionine, cystine. Il y a aussi le zinc, le sélénium, l'iode qui sont très importants en fait pour la thyroïde et la thyroïde étant importante pour la pousse de cheveux, de fait ces nutriments sont importants pour la pousse des cheveux. L'hypothyroïdie ou les problèmes de thyroïde sont peut-être à l'origine de certaines chutes de cheveux. Complètement. En l'hypo ou l'hyperthyroïdie, c'est-à-dire la sous-sécrétion ou la sursécrétion d'hormones thyroïdiennes, peuvent aboutir à une chute de cheveux, soit parce qu'en hypothyroïdie, en fait, notre corps n'a pas assez de jus, d'énergie Hmm. pour faire pousser les cheveux. Et dans le cas de l'hyperthyroïdie, en fait, le corps est tellement énergique qu'il fait pousser les cheveux trop vite et du coup, les cheveux, en fait, meurent plus tôt que prévu et on a tendance à perdre nos cheveux. Ouais, c'est intéressant. Donc, en tout cas, pour celles qui souffrent d'hypothyroïdie, bah voilà, il faut régler ce problème-là pour que les cheveux repoussent potentiellement. Clairement, oui. Ouais, ouais, ouais. Et moi, par contre, tu vois, j'ai une carence en fer, donc pour l'instant, je suis complémentée après avoir fait une prise de sang, etc. Je suis suivie. Oui. Mais je ne perds pas mes cheveux pour l'instant. Donc, je touche du bois parce que bon, j'ai de l'acné, mais Ok. je perds pas mes cheveux. Donc, D'accord. Alors, on n'est pas obligé d'avoir ce symptôme, hein. Il y a plein, plein d'autres symptômes de la carence en fer, mais bah, tu as de la chance, c'est cool. après, faut jamais Tant dire jamais, hein. ah, effectivement, mais bon, pour le moment, tout va bien.
Ouais, je touche du bois ou merde, j'ai pas de bois autour de moi. Bon, c'est pas grave. Alors, il y a aussi le stress. Parlons du stress, hein, notre ennemi, parce que pour le coup, lui, il a un grand impact sur les cheveux et sur la qualité des cheveux. Oui, il a un impact sur tout, hein. Le C'est stress, ça. voilà, sauf quand c'est ponctuel, c'est pas bon, hein. Le stress chronique, comme on a plus ou moins tous aujourd'hui, effectivement, ça peut faire perdre nos cheveux. Le stress, en gros, bon, il y a plein de mécanismes par lesquels ça peut causer une chute de cheveux, mais l'un d'entre eux, c'est que quand on est en mode stress, on est en mode survie parce que le stress, d'un point de vue évolutif, c'est forcément quelque chose qui menace notre survie. Et quand on est en mode survie, clairement, la priorité, c'est pas de faire pousser des cheveux. Les cheveux, c'est du superflu. Donc, le corps peut les sacrifier, malheureusement. C'est un peu comme quand on a des carences, hein. La priorité, c'est de nourrir les organes vitaux, les Hmm. fonctions vitales, et pas les cheveux. Donc, voilà, ça, c'est un des mécanismes via lequel le stress peut Et ça, contribuer. c'est la phase télogène, c'est ça? Alors, effectivement, il y a plusieurs phases de pousse de cheveux. La phase télogène de mémoire, parce que je sais pas tout forcément par cœur, je crois que c'est la phase de pousse. Alors non, alors en fait, effectivement, de ce que j'avais lu, parce que je m'étais renseignée, évidemment, c'est qu'en fait, le stress, il poussait les follicules à se diriger vers une phase dormante. Et donc la phase télogène, c'est la période de repos des cheveux. Et ce qui fait que je Ok. crois qu'elle durait plus longtemps, il me semble, c'est ce que j'ai lu. C'est probable aussi, exactement. Ça peut arriver parce que le cheveu passe, par plusieurs phases, donc une phase de pousse, une phase de repos et une phase de chute. Alors, je sais plus le nom des 3. hem, Quoi? Ça Non, je rigole. m'embrouille un petit peu. Mais, peu importe, la phase de pousse, c'est celle qui dure le plus longtemps. La phase de chute, c'est une phase où non, la phase de repos, pardon, c'est une phase, de pause où en fait pendant 3 4 mois, le cheveu ne pousse plus, mais il reste là. Et après le cheveu chute et effectivement le stress peut, réduire la phase de pousse Hmm. et accélérer la phase de chute. Moralité, il va falloir se déstresser, Janine. C'était ça, oui, de manière générale, c'est toujours une bonne idée. Et là, je pose une pseudo-question bête, mais je pense que je connais déjà la réponse. Est-ce que ça peut être génétique? Alors, oui, ça peut être génétique, absolument. Typiquement, moi, alors j'ai fait des tests génétiques, c'est pas forcément nécessaire pour tout le monde, mais moi j'ai une variation qui me prédispose d'une certaine manière à produire trop d'androgènes et à ne pas assez l'éliminer. Ouais. Mais la génétique n'est pas une fatalité dans le sens où même si j'ai ce gène, je ne suis pas vouée à perdre mes cheveux toute ma vie Ouf. si je fais, le nécessaire pour, voilà, éteindre ce qui déclenche ce gène. Parce que les gènes, on peut les éteindre, on peut les allumer et pour qu'ils s'allument, il faut qu'il y ait un déclencheur. Le déclencheur, ça peut être le stress chronique, clairement, ça peut être un traumatisme, ça peut être, de l'inflammation chronique, ça peut être des perturbateurs endocriniens, ça peut être des infections chroniques, ça peut être plein de choses. Donc voilà, moi je travaille activement à ce que, le déclencheur de ce gène disparaisse, tout simplement. Voilà, donc la génétique, c'est une chose, mais c'est pas parce qu'on a des prédispositions génétiques qu'on est voué à, voilà, à avoir un problème, que ce soit la chute de cheveux ou autre chose d'ailleurs. On peut agir dessus. Ouais. Ça, c'est important d'entendre parce que ça remonte un petit peu le moral pour que ce soit pas une fatalité. Oui, clairement, voilà, on peut faire quelque chose. Après, c'est pas notre faute si, c'est pas forcément notre faute si voilà, le gène est activé parce que c'est vrai que ça peut être très culpabilisateur d'entendre ça. On me l'a déjà beaucoup dit. Donc, non, voilà, il y a plein de choses qui sortent de notre, emprise. En tout cas, tant qu'on n'est pas au courant, on peut pas être responsable. Donc, voilà, pas de culpabilité, par rapport à ça. Et ça me rappelle une petite histoire de moi-même, en tout cas de ma famille. Moi, c'est ma grand-mère qui perdait des cheveux, donc qui avait aussi des trous dans les cheveux. Mon grand-père, lui, il a gardé ses cheveux, et d'ailleurs des cheveux noirs hein, jusqu'à la fin de sa vie. Ça m'a toujours surpris. Sauf quand il était en période de stress, ça devenait plus gris. Donc je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, mon père a perdu ses cheveux, mais je pense que c'était par le côté de ma grand-mère, tu vois. C'est intéressant, hein. Ouais, oui, c'est possible, absolument. C'est pas que homme par homme, j'ai l'impression. Non, pas forcément. Justement, moi, j'ai hérité de ça du côté de mon papa. Mais c'est une femme et donc, voilà. Pourquoi quand on prend la pilule, certaines femmes ont de beaux cheveux éclatants, pétrolanes, et d'autres ont plutôt tendance à perdre leurs cheveux? Alors, c'est un peu complexe, mais ça dépend des types de pilules et ça dépend de chacune d'entre nous puisque c'est vrai qu'on réagit pas forcément de la même manière aux Bien mêmes sûr. pilules. Mais pour, schématiser, disons qu'il y a 2 sortes de pilules. Il y a des pilules à faible activité androgénique et des pilules à activité androgénique, plus importante. Les pilules à faible activité androgénique, en fait, elles vont tout faire pour qu'on ne produise plus d'androgènes ou que notre activité androgénique soit réduite. Donc, les ovaires ne vont plus produire d'androgènes, les récepteurs des hormones androgènes vont être bloqués. Il y a une protéine qui s'appelle la SHBG qui est une protéine aimant, en fait, qui aimante les hormones androgènes pour les empêcher d'exercer leur action. Oh là Tout ça, là. ça se passe sous ce type de pilule à faible activité androgénique et du coup, si à la base on avait,
tendance à perdre nos cheveux parce qu'on a trop d'hormones androgènes, sous ce type de pilule, on peut avoir tendance à stopper la chute, voire à en récupérer. D'accord. Donc ça, c'est une chose. Juste, ça, c'est par exemple, c'est Diane 35, ce genre de pilule ou pas? Oui, Diane 35, ça fait partie de ces pilules à faible activité androgène. Jasmine, tout ça? Oui, Jasmine, Jasminelle, Yaz. J'adore les noms doux qu'ils prennent. Oui, Tu sais, non mais c'est oui, vraiment Samantha, ou alors il va y avoir une nouvelle pilule Kim, tu sais? oui, oui, oui. Ah là là. C'est vrai, c'est drôle, hein. Surtout que ce genre de pilules, quand on les arrête, ça peut potentiellement causer une chute de cheveux assez brutale et dans certains cas spectaculaire parce que si jamais, on avait tendance à avoir trop d'androgènes avant la pilule, c'est quelque chose qui revient Bah oui, après la pilule. Parce que la pilule n'a jamais dit à notre corps d'en produire moins. Quand on n'est pas sous pilule, la pilule, en fait, elle masque le problème, mais dès qu'on l'arrête, le problème revient. revient a priori. Et alors, le pire, c'est que le problème peut revenir plus fort parce que les hormones androgènes qui étaient inhibées sous pilule peuvent être produites à nouveau, mais avec trop de zèle. Et du coup, bah, on peut avoir comme un effet bœuf, quoi, si tu veux. Oh là Voilà, là. plus de chute de cheveux, plus d'acné, ou alors ça peut causer ces symptômes chez des personnes qui n'avaient pas de problème d'androgène avant. Alors, ça peut être momentané et ça peut se réguler naturellement avec le temps, ou alors ça peut persister et dans ce cas-là, il faut s'en occuper. Ouais, non, ça c'est quand même dramatique, ouais. Surtout quand, par exemple, t'as pas eu de problème de cheveux et que t'en as à la suite de la pilule, et en plus ça vient C'est avec d'autres sûr. effets secondaires de l'arrêt de la pilule, alors tu es content. Oui, exactement. Alors ça n'arrive pas chez tout le monde, heureusement, hein. Encore une fois, on réagit toutes différemment, mais voilà, ça arrive assez fréquemment. Et alors l'autre type de pilule, c'est les pilules ayant une activité androgénique plus importante, du moins. Et elles ont un peu l'effet inverse sur les androgènes. Elles ont un peu un effet stimulant sur les androgènes. Elles stimulent les récepteurs d'androgènes. Et pourquoi? Parce que ces pilules, en général, sont formulées avec un dérivé de progestérone qui ressemble davantage à la testostérone, une hormone androgène, qu'à la progestérone. Et du coup, on peut, sous ce type de pilule, potentiellement développer les symptômes associés à une hyperandrogénie, donc potentiellement chute de cheveux, potentiellement acné, typiquement. Ces pilules, ça va être par exemple, je crois, Varnoline ou Trinordiol, par exemple, de Et mémoire. tu sais pourquoi celles-ci, elles sont prescrites, par exemple, par rapport à Diane 35 ou Jasmine et autres? C'est quoi la différence de prescription? Ça peut être plein de facteurs différents, mais quand on n'a pas de problème d'androgène avant la pilule, ce genre de pilule peut être, considéré. Parce que de très nombreuses femmes, n'ont pas d'effets secondaires avec cette pilule, donc pourquoi pas, quoi. D'accord. Hem, alors, quand on a des soucis de chute de cheveux, typiquement sous ce genre de pilule, quand on l'arrête, ça peut suffire à solutionner le problème. Donc voilà, ça c'est la bonne nouvelle. D'accord. Ouais, comme je dis toujours, know your pills, hein, parce que Oui, c'est tout petit, mais c'est c'est puissant, hein. vrai qu'on ne se rend pas compte, mais oui, c'est puissant. Il y en a tellement de différentes, que ouais, ça vaut le coup de se pencher dessus pour trouver la meilleure pour soi. Surtout que souvent, peut-être qu'on entend une copine qui réagit super bien à tel type de pilule et on va prendre la même, mais peut-être que nous, ça va être terrible pour nous. Donc voilà, faut vraiment faire son enquête, de manière très Exactement. Et c'est vrai que moi, tu vois, j'ai une sœur jumelle et ma sœur avait pris, je pense que c'était Diane 35, elle avait une peau sublime. Et moi, j'ai pris la pilule pendant, je pense, à peu près 13-14 ans, je sais plus. Et ça m'a jamais vraiment fait waouh, en fait. J'avais quand même de c'est vrai. l'acné malgré tout. Même quand D'accord, on est frères et sœurs, il y a même une c'est différence, sûr. quoi. C'est impressionnant. Oui, c'est bon. Salope, elle a eu du pot. Et alors, pourquoi le fait d'avoir été enceinte augmente le risque de perdre plus ses cheveux? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça, c'est Alors important, parce que t'es déjà déprimée en postpartum, tout ça, nanana, et en plus, tu perds tes cheveux, super, quoi, hein. oui, en plus, en général, tu sais que ça va arriver, donc ça n'arrange rien. Ah ouais, ça fait un peu peur. Ouais, ouais, c'est très, très, très fréquent. En fait, durant la grossesse, les taux d'estrogène, de progestérone sont démultipliés par rapport à quand on n'est pas enceinte. Hmm. Et après l'accouchement, ces hormones chutent brutalement en quelques jours et comme ces hormones ont un effet sur les cheveux, forcément, on peut avoir quelques petits soucis. En fait, pendant la grossesse, on en parlait tout à l'heure, la phase de repos du cheveu, les 3-4 derniers mois de vie du cheveu, en fait, dure beaucoup plus longtemps que 3-4 mois. Donc, on perd beaucoup, beaucoup moins de cheveux quand on est enceinte que normalement, d'où le fait que on ait plus de volume. En plus, la progestérone élevée a tendance à rendre les cheveux plus épais, plus brillants, etc. En plus. Et après l'accouchement, 3-4 mois après l'accouchement, parce qu'en général, les cheveux réagissent 3-4 mois, avec 3-4 mois de délai, avec la chute en fait brutale d'estrogène et de progestérone, tous les cheveux qui étaient en repos pendant la grossesse et qui auraient dû tomber si jamais on n'était pas enceinte, se mettent à tomber
de manière synchro, un peu tout d'un coup et du coup, on peut perdre une belle masse, assez rapidement. Voilà, c'est vraiment les cheveux l'élimination des cheveux qui n'avaient pas été perdus pendant la grossesse donc voilà, ça peut être Il un faut peu se dire que difficile. c'est quand même normal, pour le coup, Oui, malgré tout. c'est une réaction normale et c'est censé revenir, avec le temps, tranquillement. Alors, parfois, on peut se faire aider par un petit complément, typiquement des vitamines prénatales qu'on prend pendant la grossesse, on peut les prendre pendant le postpartum pour justement, soutenir la repousse. Ça peut Mmh. être une petite stratégie pour, voilà, moins en souffrir. Et je crois que souvent les femmes, tu sais, elles ont des petits cheveux de bébé sur le côté du front. J'ai Oui. l'impression que c'est souvent le cas, mais ça, c'est des cheveux que est-ce que c'est la même chose que ce que tu disais ou pas? Ou c'est, une perte différente parce que, c'est parce que tu as eu un bébé? A priori, c'est normal, ça fait partie de la grossesse, enfin du postpartum, c'est assez typique de perdre ses cheveux, notamment, sur cette zone-là du crâne. En tout cas, il faut pas s'inquiéter, ça repousse après. Voilà, ça repousse après. Après, si ça tarde à repousser, faut pas hésiter à voilà, avoir, enfin, à chercher du soutien auprès d'un professionnel, hein, parce que c'est vrai que laisser traîner, Mmh. c'est jamais génial, mais oui, a priori, ça repousse et c'est naturel. Et c'est sûrement parce qu'effectivement avec le bébé, il y a sûrement des carences, ce genre de En plus, choses. c'est vrai qu'en fait, le corps privilégie la santé du bébé, à la nôtre et même, le quand on allaite, le corps privilégie la qualité du lait à notre statut nutritionnel. Donc on peut sortir de la grossesse et de l'allaitement si on allaite, vraiment assez carencé, assez épuisé. Il faut se refaire une santé, Mmh. et forcément se refaire une santé, ce sera bénéfique pour les cheveux. Putain, c'est un traître un peu notre corps quand même, dis donc. Bah, pour le bébé, il y a tout pour le bébé, donc bon, c'est vrai que la maman se retrouve un petit peu fatiguée, mais c'est pour ça C'est qu'il ça, faut prendre soin de soi, mais effectivement. c'est clair. Mais d'un côté, la nature est bien faite, au moins le bébé part avec, les meilleures chances dans C'est la ça, vie, peinard, à tranquille. notre détriment, mais bon, voilà. Et alors, on fait une petite parenthèse. Quant aux hommes, pourquoi ça leur arrive? Mmh. Alors, les hommes, déjà, ça peut être, une chute de cheveux liée à l'âge, hein. C'est vrai qu'aux alentours de 60 ans et après, les cheveux, il est normal que ça s'affine. C'est un peu le processus de vieillissement naturel. Donc ça, c'est normal, mais si ça arrive avant, ça peut être, en fait, la même chose que chez les femmes qui ont une alopécie, androgénétique. En fait, les hommes peuvent aussi avoir trop d'androgènes, notamment un androgène qui s'appelle le DHT, dihydrotestostérone. Mais en bref, ça fait la même chose que chez les femmes, ça miniaturise en fait les follicules pileux jusqu'à les faire disparaître et du coup, les hommes vont avoir tendance à perdre leurs cheveux justement sur le haut du crâne, sur les lobes, voilà et c'est un peu la même chose qui arrive aux femmes qui ont une alopécie androgénétique. D'accord, donc c'est lié aux hormones, hein, la chute des cheveux des hommes. Ouais, ouais, ça peut être lié aux hormones absolument. Après, ça peut être lié aussi à des carences, à autre chose, mais voilà, cette chute de cheveux typique sur le haut du crâne, voilà, quand on s'imagine un homme chauve, c'est comme ça qu'on le visualise. C'est probablement dû voilà, ce genre de problèmes hormonaux. Oui, Oui, donc souvent ils ont la couronne, tu sais, ils ont une espèce de petit, c'est ça. ouais. Et est-ce que tu C'est penses ça. que dans ces cas-là, ça pourrait être évité si c'était traité? Alors, c'est vraiment pas ma spécialité, donc voilà, la physiologie déjà des hommes est très différente de celle des femmes et c'est vrai que moi je me focalise là-dessus. Ouais. Donc je ne saurais rien affirmer avec, certitude. Ce que je sais, c'est que, voilà, c'est certains collègues, réussissent à renverser, le cours de la chute de cheveux masculine donc voilà, il y a de l'espoir mais je saurais pas, Ouais. c'est vraiment pas ma spécialité donc je pourrais pas vraiment développer. C'est vrai que c'est intéressant si tu dis que toi, ce que tu fais chez les femmes pourrait peut-être être aussi utile chez les hommes. Enfin, c'est une piste à Voilà, explorer. éventuellement, encore une fois, Ouais, bien sûr. je sais pas, mais j'ai déjà entendu des success stories. En tout cas, c'est une piste de réflexion. Oui, absolument. Bon alors, on va pas bader, on va parler un Merci. petit peu des traitements, parce que c'est important. Ouais. Et déjà, en prévention, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir la perte de cheveux, que ce soit pour les hommes et surtout pour les femmes, parce que c'est quand même plus les femmes, notre sujet. Oui, parlons des femmes. Alors, bien se nourrir pour éviter les carences, c'est la base. Si on mange peu de produits animaux, si on est végétarienne, végane, faisons ça en conscience, enfin correctement, idéalement sous supervision d'un praticien, formé en nutrition pour être sûr que voilà, on n'a pas de carence, que tout va bien. On peut checker son fer avec, quand on fait des check-up avec son médecin pour X ou Y raison. Mettons le fer dans la prise de sang pour voir où ça en est. Ça c'est la base. Hem,
Je parle de végétarianisme, véganisme parce qu'en fait, les produits animaux sont très riches en nutriments qui sont essentiels pour les cheveux, en B12, en fer, en acides aminés comme la méthionine, la cystine. Donc voilà, c'est toujours à considérer. Le collagène, du coup, aussi, peut-être? Alors, le collagène, notre corps peut en produire. Donc, on peut en trouver dans les produits animaux, mais on peut en produire nous-mêmes à condition d'avoir assez de vitamine C. D'accord. Ça aussi, c'est à penser, sachant que quand on est stressé, on perd toute notre vitamine C. Donc, ça, c'est autre chose à faire notre maximum pour prendre soin de nous, réduire notre stress, prendre en charge les traumatismes dont on n'a pas forcément conscience, mais même s'ils sont arrivés il y a très longtemps, et même si c'est pas quelque chose de gravissime aux yeux de la société, hein, c'est pas forcément un abus ou quelque chose comme ça. Voilà, il peut y avoir des traumatismes de toutes sortes et ça peut nous affecter à l'âge adulte bien après. Donc voilà, prendre ces choses en charge, même si c'est vraiment pas évident de réduire son stress dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, mais voilà. Non mais c'est intéressant, c'est quand même voilà, il y a le côté physique avec une alimentation adaptée puis d'autres pistes que tu vas nous donner, mais il y a aussi un travail personnel s'il y a eu des soucis ou des choses qui reviennent, des traumas, etc., etc. Voilà, ou si on travaille 90 heures par semaine, peut-être que ça peut aussi contribuer en fait à une chute de cheveux, quoi, tout simplement. C'est ce Bien genre de sûr. petit stress. Ou alors des stress, on ne pense pas que c'est du stress, hein, mais anticiper un stress, vraiment avoir des relations compliquées avec ses proches, c'est du stress. Donc voilà, il faut tout considérer si on n'arrive pas à régler les choses avec les choses évidentes. Ouais. Donc il y a voilà, éviter les carences, éviter le stress, prendre soin de sa digestion, de ses capacités digestives, c'est toujours intéressant parce que tant qu'à faire, on veut absorber ce qu'on mange, surtout quand on fait des efforts pour manger correctement. Bah c'est ça, Euh, exactement. donc voilà. Et puis, alors, on parlait de la thyroïde tout à l'heure. Les dérèglements de thyroïde, surtout l'hypothyroïdie, sont assez sous-diagnostiqués malheureusement. Donc, si jamais on a des symptômes d'hypothyroïdie, alors ils sont multiples, hein, mais en gros, c'est un ralentissement du métabolisme. Ça va être la fatigue, la prise de poids alors qu'on mange pas plus que d'habitude, la difficulté à en perdre, l'hypotension, la chute de cheveux justement, constipation. Voilà, notre corps est ralenti, on peut être triste, on peut être déprimé. Si on a 1, 2, 3, 4 ou plus de ces symptômes, on peut se dire, bon, peut-être que je vais voir mon médecin, on va checker la thyroïde pour voir s'il y a un problème, parce que s'il y a un problème, autant qu'à faire, diagnostiquons-le et agissons pour renverser la situation au niveau des cheveux notamment, Ouais. plutôt que de rester des décennies sans diagnostic en fait, Et alors que ça qu'on aurait pu s'empire. agir. Exactement. Donc voilà, avoir la puce à l'oreille si jamais on a quelques-uns de ces symptômes pour voilà, juste aller au bout des choses et faire les choses comme il faut. Hmm. Euh, Si on a un psoriasis, si on a une dermatite séborrheique, c'est des choses assez courantes. Mettre des choses en place pour s'en occuper, pour éviter qu'à terme, ça ne provoque une chute de cheveux. Donc voilà, utiliser des traitements idéalement naturels ou optimiser sa nutrition, travailler avec un nutrithérapeute ou autre pour régler ce problème. Donc voilà, s'occuper des problèmes s'ils existent, éviter les carences, éviter le stress. Après, si on fait tout bien, si vraiment rien ne marche et que la chute de cheveux persiste, là, je vous encourage à aller plus loin avec un praticien de santé parce que typiquement, voilà, si on n'absorbe pas notre fer, il faut comprendre pourquoi on l'absorbe mal et Bah ça peut bien être sûr. complexe. On peut avoir un parasite, on peut avoir des soucis au niveau d'excès de certains nutriments, par exemple. Et c'est hyper difficile de s'en sortir dans ce cas-là quand voilà, on n'est pas formé à ce genre de choses et on peut tourner autour du pot pendant des années. Et moi, d'ailleurs, j'aurais aimé en fait m'y prendre plus tôt et consulter plus tôt avec le recul. Donc, si je peux encourager euh, les personnes qui nous écoutent à faire ça, enfin, allez-y, quoi. Pas avoir de regrets, tout simplement. Ouais. On perd tous nos cheveux, hein, je crois que c'est entre 50 et 100 cheveux par jour, mais à partir de quand il faut agir? C'est quoi les signes alarmants? Effectivement, on va pas se mettre à compter les cheveux qu'on perd, sinon ce serait très fastidieux. Mais oui, c'est normal d'en perdre 50 à 100 par jour. Donc ne pas forcément se focaliser sur combien de cheveux on perd dans la douche, combien on en perd sur la brosse. Et puis d'ailleurs, une autre chose qui est normale, c'est que souvent on regarde nos photos de quand on était enfant, on se dit: «Oh là là, j'avais énormément de cheveux enfant». Hmm. Mais alors on est avec toutes nos racines de cheveux, quoi, tous nos follicules pileux et comme quand on grandit, le volume du crâne s'étend, mais le nombre de follicules pileux n'augmente pas. Forcément, à l'âge adulte, on va avoir
on va avoir l'impression d'avoir une densité moindre que quand on était enfant. Donc ça, c'est normal. Ah. Ceci dit, si jamais on retrouve vraiment beaucoup de cheveux par terre, que le carrelage est criblé de cheveux, que notre aspirateur est bourré de plus de cheveux que de poussière, qu'on a l'impression vraiment d'avoir réduit, par exemple, la taille de notre queue de cheval, par exemple. Si vraiment on a la sensation qu'on se dégarnit, même si les autres ne le voient pas, je conseille de s'en préoccuper dès ce stade-là, avant que vraiment on observe qu'on se dégarnisse vraiment, parce que plus tôt on s'y prend, plus c'est facile. Et pour toi, donc, c'est d'aller voir un spécialiste, que ce soit un nutrithérapeute, un naturopathe ou même un médecin, pour aller faire Oui, un bilan de santé, voir s'il y a des carences. Enfin, tu vois, et c'est ça, c'est ce facteur exactement. d'élimination des. D'accord. Exactement. Et puis, quand je dis plus tôt on s'y prend, mieux c'est. Typiquement, pour l'alopécie androgénétique, l'excès d'hormones androgènes, je disais, réduit les follicules pileux jusqu'à en fait, finalement les supprimer en fait. Donc, Ouais. dans ce cas d'alopécie androgénétique, plus tôt on s'y prend, plus on a de chances de récupérer les cheveux qu'on a perdus. Et plus on s'y prend tard, moins on récupérera de cheveux parce qu'il y a des follicules pileux qui sont déjà morts. D'où voilà, encore une fois, si vous avez l'impression que les cheveux tombent trop, vaut mieux agir de suite plutôt qu'attendre comme moi je l'ai fait, par exemple. Et Ouais. puis, quand je disais tout à l'heure, même si vos proches ne s'en rendent pas compte, si vous dites à vos proches, ah là là, je perds mes cheveux, c'est une catastrophe, généralement on va vous dire, mais non, alors soit pour vous faire plaisir, soit pour pas vous embêter, soit parce que vraiment on s'en rend pas compte. Mais voilà, d'expérience, moi je savais que je perdais mes cheveux et on me disait, mais non, mais non. Mais en fait, oui. Parfois Écoutez-vous. on ne le voit pas. Voilà, écoutez-vous, c'est vous qui portez vos cheveux, vous connaissez mieux que quiconque. Donc voilà, dans le doute, préoccupez-vous-en. Alors par contre, il y a une petite période, tu sais, par exemple, je pense au printemps, au changement de saison, où tu perds vachement tes cheveux. Donc ça, c'est pas forcément un signe inquiétant. Non, c'est vrai que c'est assez courant, c'est même plutôt normal. Donc, oui, l'automne, le printemps, c'est deux périodes où les cheveux ont tendance à tomber un peu plus. Voilà, si ça perdure voilà, sur 6 mois, peut-être qu'on peut s'inquiéter. Mais voilà, si c'est ponctuel, en général ça passe. Hmm. Et alors, même si je pense que toi, tu n'utilises pas trop ça, c'est quoi les traitements classiques qu'on prescrit dans ces cas-là? Et est-ce qu'ils fonctionnent bien? Alors, il y a tout un tas de traitements, notamment pour, l'alopécie androgénétique. Il y a tout un tas de médicaments qui, à l'origine, étaient des médicaments contre la tension, qui sont toujours utilisés contre la tension, mais qui ont aussi un effet anti-androgène, en fait. Je pense au minoxidil qu'on applique localement sur le crâne, qui, en fait, stimule la croissance des cheveux, qui améliore la vascularisation du cuir chevelu, ou alors le spironolactone, je dis toujours spironolactone, mais je crois que c'est spironolactone, ou l'aldactone, c'est globalement la même chose. C'est pareil, ça a un effet anti-androgénique. Mais ça soigne pas les causes, j'imagine, ça les cache, non? Voilà, c'est des choses qui voilà, sur le moment, ça peut vraiment très, très bien marcher. Ça évite complètement, la chute, ça stimule la repousse, donc c'est génial quand on le prend. Mais voilà, quand on arrête ce genre de traitement, malheureusement, la chute de cheveux a tendance à revenir et parfois même assez brutalement. Donc c'est des choses dont on a du mal à se détacher quand on en prend. Il y a aussi le finastéride, c'est un peu la même chose, ou l'androcure, qui a aussi une action anti-androgène, ou alors les pilules justement anti-androgéniques qu'on peut prescrire pour des problèmes de chute de cheveux. Mais voilà, encore une fois, ça ne règle pas le problème. Alors je ne suis pas en train de dire que ces traitements n'ont pas leur place, parce que quand on est désespéré, moi je comprends très bien qu'on ait recours à ce genre de choses. Simplement, effectivement, c'est dur d'arrêter, et ça ne règle pas le problème. Donc toi, tu dis que ça peut être utile quand on est désespéré et qu'on n'a pas envie de ressembler à un chauve, quoi. Mais par contre, Bien sûr. si on utilise ce médicament, c'est quand même bien d'aller voir un spécialiste à côté pour trouver la cause et enfin régler ce problème pour de bon. Ou en tout cas calmer la chute. D'accord. Absolument, d'autant plus que voilà, c'est les médicaments, il y a toujours des effets secondaires, il y a toujours des contre-indications. Je pense à l'Odrecure qui a fait beaucoup de bruit il y a quelque C'est temps, clair. qui peut voilà, qui pourrait potentiellement causer des méningiomes, Je sais voilà, pas des s'il a problèmes. été interdit ou pas. Il me semblait qu'il était retiré, non? Alors, il me semblait, mais moi j'ai des clientes qui sont encore sous Ah Androcure, oui. donc alors je sais pas, concrètement, quelle est la législation à ce propos, mais bon, en tout cas, on en a parlé, mais on l'utilise toujours. Ouais, bah tant que ça rapporte, c'est toujours pareil. C'est comme J'imagine. Roaccutane, tu vois, ça me rappelle de ce genre de choses, magnifique. Oui, D'accord, en tout cas, c'est intéressant de connaître les traitements classiques. oui. Alors, on a parlé vite fait de l'alimentation et toi, tu as parlé de l'impact et de l'importance de la viande, notamment. Mais quels aliments peuvent
vraiment aider nos cheveux à repousser ou à être en pleine forme autre que les protéines animales? Alors au-delà des protéines animales, qui à mon sens sont assez importantes, même si on peut se complémenter, intelligemment pour les éviter, si on le veut. Mmh. Et je conseille de ne pas faire d'impasse, non seulement sur les protéines, mais aussi sur les glucides et les lipides. En fait, ne pas faire d'impasse sur, les 3 catégories d'aliments qu'on peut retrouver dans nos assiettes. Souvent, il y a beaucoup de régimes, tu sais, qu'on appelle low carb, donc Oui. c'est-à-dire faibles en glucides. Mais les glucides, par exemple, c'est le fuel privilégié de notre corps pour fabriquer de l'énergie. Et si le corps vient manquer parce on n'en ingère pas assez, le corps se met en mode de stress et en mode stress, comme j'ai pu le dire une ou deux fois, le corps va sacrifier les cheveux, tout Mmh. simplement, pour privilégier des choses plus vitales. Donc, ne pas faire d'impasse sur les glucides, les lipides, les protéines. Et les protéines, juste pour une petite parenthèse, c'est d'autant plus important que les cheveux, c'est 97% de kératine. La kératine, c'est une protéine. Donc, c'est vrai que sans protéines, voilà, on peut pas grand-chose pour les cheveux. Et Ouais. puis alors par rapport aux aliments spécifiques, les sources de fer, alors ça va être la viande, par exemple, ça va être surtout les produits animaux, parce que le fer d'origine végétale est moins bien absorbé, à moins qu'on y mette un peu de vitamine C, dans le même repas, qui contient du fer végétal, mais notamment, les produits animaux. Le zinc, je disais que c'était important pour la thyroïde et donc pour les cheveux. Il y en a dans la viande à nouveau, dans les graines de courge, dans les huîtres, les fruits de mer. J'ai parlé de quoi d'autre? Du sélénium. Le sélénium, il y en a dans la viande à nouveau. Il y en a dans les noix du Brésil. L'iode qui est importante pour la thyroïde, il y en a dans le poisson, les algues, les fruits de mer. Les œufs, non? Un peu, non? Je sais plus. Il y a de la choline, il y a des protéines, donc c'est très bon pour les cheveux d'ailleurs. Et la silice, c'est aussi intéressant pour les cheveux. Il y en a dans les fruits de mer à nouveau, les bananes, les épinards. Voilà, en gros. Mais donc tu vois qu'effectivement, il y a beaucoup de viande, beaucoup de produits animaux. Mmh. Donc voilà, ça fait écho à ce que j'évoquais tout à l'heure. Petit challenge, Oui. si jamais, tu as une patiente qui est végane, et qui a besoin de donc toutes ces protéines et cetera, c'est quoi? Faut qu'elle mange, à la fois des céréales et puis, des légumineuses pour avoir tous les acides aminés? Comment tu peux faire dans ces cas-là si tu es végétarien ou végane? Alors, déjà, je respecte toujours, les convictions alimentaires de mes clientes, donc ça, il y a pas de problème. Ceci dit, je les informe toujours de ce dont elles peuvent manquer, Ouais. surtout quand, justement, on parle de chute de cheveux, pour qu'elles soient conscientes du problème et si jamais, leur motivation pour être végétarienne ou végane n'est pas, viscérale, par exemple, et qu'elles peuvent revenir dessus, et si elles le souhaitent, on revient dessus Mmh. et comme ça, au moins, le problème est réglé, d'une certaine manière. Mmh. Et si, elles veulent continuer d'être végétariennes, véganes, on utilise, pas mal de compléments alimentaires. On utilise des stratégies pour mieux absorber les nutriments importants pour les cheveux qui sont dans les végétaux, qui sont souvent moins bien absorbés. Donc voilà, on travaille comme ça. Ceci dit, par rapport aux protéines animales, c'est vrai qu'au-delà des carences, quand on n'en mange pas, les protéines animales, en fait, c'est, pas vraiment équivalent aux protéines végétales dans le sens où on peut avoir assez de protéines avec les végétaux, hein, il y a pas de souci avec ça, à condition qu'on en mange plus. Mais c'est pas la même qualité, c'est ça que tu veux dire? Il y a pas les mêmes à l'intérieur et puis ce qu'on appelle protéines végétales, typiquement, c'est des glucides avant tout, c'est des sucres avant tout et certes, il y a des protéines dedans, mais si tu regardes, par exemple, les valeurs, nutritionnelles d'un paquet de riz ou de quinoa, par exemple, le quinoa, on dit que c'est très riche en protéines. Alors ça l'est, mais les glucides sont là dans des proportions bien plus élevées que les protéines et du coup, on pense manger des protéines, mais on mange avant tout des glucides. Oui, Les ouais. glucides, c'est du sucre et voilà, quand on est végétarien, végane, on est amené à manger beaucoup de ce genre d'aliments, qui sont en fait du sucre avant tout et ça peut dérégler la glycémie et les dérèglements de la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, ça crée de l'inflammation qui, par ricochet, peut causer de la chute de cheveux de manière indirecte, qui peut affecter les hormones, qui peut affecter la thyroïde, qui peut stimuler la sursécrétion d'hormones androgènes. Donc, de fil en aiguille, c'est un problème Mmh. qui peut être compliqué pour les cheveux. Donc, il faut avoir aussi conscience de ça. Donc, quand j'ai une cliente végétarienne, végane, au-delà de lui expliquer comment ça marche, on met des stratégies en place pour réduire un peu la part de glucides, augmenter les protéines, même si c'est avec des végétaux. Donc voilà, on essaye de travailler pour atteindre l'objectif, même si voilà, c'est plus difficile. Je comprends, ouais, bien sûr. Donc il y a des compléments alimentaires aussi
aussi que tu peux recommander. Mais est-ce que les protéines, tu sais, les protéines en poudre, certaines qui sont fermentées, qui sont sans sucre ajouté ou sans plein d'additifs, etc., est-ce que ça peut être utile? Alors ça peut complètement être utile en complément, c'est vrai, comme un complément alimentaire finalement, mais à intégrer, dans des porridge, dans des smoothies, dans ce que vous voulez. Donc oui, pourquoi pas, Ok. ça peut être utile, absolument. Il y a potentiellement des auditeurs qui vont se demander s'ils doivent changer leurs habitudes chez le coiffeur avec les teintures, les mèches permanentes. D'ailleurs, je dis vais demain. Je sais que je vais pas chez BioCoiffe pour le coup, même si ça m'est Oui. déjà arrivé. Donc, tu vois, tous ces produits de type douche, shampoing, conditionneur, masque, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Parce que bon, Oui. Bon, c'est voilà, encore une fois, c'est pas ma spécialité, mais de manière générale, si on peut privilégier le bio, le naturel, c'est toujours mieux. Surtout que se déshabituer des produits synthétiques, ça peut avoir un impact sur la qualité du cheveu. C'est vrai que le cheveu a du mal à se déshabituer des produits lustrants, gainants, de synthèse. Donc on peut passer par une petite, période de, voilà, cheveux moins beaux, malheureusement, ce qui est embêtant quand, déjà on perd ses cheveux. ouais. Donc voilà, privilégier le bio naturel, c'est toujours une bonne idée. Éviter de chauffer, de tirer sur les cheveux, éviter de les faire à lisser, les faire à boucler. Alors c'est vrai que dans les teintures, souvent il y a des substances, voilà, potentiellement, pas forcément très, très bonnes pour la santé, des perturbateurs endocriniens qui peuvent, voilà, indirectement, contribuer à la chute de cheveux. Donc voilà, tout ce qui est bio Hmm. naturel, c'est toujours mieux. Après, je sais que c'est pas forcément évident. Après, il y a de plus en plus de coiffeurs bio, donc peut-être essayer aussi, Ouais, tant qu'à faire. bah, Et, pourquoi pas. et alors, par contre, moi, mon seul problème, parce qu'avant, j'étais produit bio à fond au niveau des cheveux, mais en fait, j'en pouvais plus d'avoir des démêlants qui marchaient pas. Donc, si jamais, Oui. toi ou des auditeurs, vous avez une marque de démêlants bio qui marche, vous me dites, parce que j'en peux plus, là, j'ai des dreadlocks, j'en ai marre. Oui, alors, difficile, j'ai pas forcément de Bah conseils ouais. particuliers, mais c'est vrai que c'est toujours, enfin, moi, en tout cas, pour ma part, j'ai pas trouvé de démêlant aussi efficace que ce que j'utilisais, dans le temps. Bah bien sûr, c'est ça, ça remplace pas la chimie, hein. Heu, exactement, mais je préfère m'en passer, voilà, Ouais. quitte à galérer un petit peu plus à me me démêler les cheveux, mais bon. Et je comprends. Et c'est vrai que quand je me suis repris à reprendre des marques genre Kerastase, donc qui fonctionnent très bien, mais qui est complètement chimique pour le coup, moi au départ, l'odeur, ça me filait la gerbe tellement les parfums sont forts. J'avais plus cette Oui, habitude. c'est vrai. Et là, c'est Mmh marrant mh. parce que je me suis réhabituée. Mais bon, voilà, je pense un jour reprendre un petit, un petit démêlant Oui. bio. Hein, voilà, moi je n'ai bonne Oui. conscience. Et sinon, à côté de ça, tu sais, il y a des personnes qui vont avoir peur de se brosser les cheveux parce que voilà, elles ont peur de se les arracher ou quoi que ce soit. Mais j'ai vu qu'au contraire, ça Mmh. pouvait avoir des effets bénéfiques puisque ça peut masser le cuir chevelu, améliorer la circulation sanguine, tout ça. Alors, faut pas y aller comme un bourrin, mais ça peut être utile. Effectivement, faut pas y aller comme un bourrin, on va pas accentuer un problème qui est déjà là, mais effectivement se brosser les cheveux, doucement, tranquillement, ça peut, justement aider à mieux alimenter en sang le cuir chevelu, par exemple. Donc ne pas hésiter à le faire, ne pas hésiter à se masser aussi, le crâne, pour la même raison. Ne pas hésiter aussi à faire tout ce qui est inversion, donc tu vois les headstands en yoga ou alors simplement si on n'a pas envie de faire ça, s'allonger sur son lit et laisser la tête pendre dans le vide et en se massant en même temps, pourquoi pas. On va toutes faire ça à la fin du Ceci podcast. voilà. Si on peut ne pas non plus se brosser les cheveux tous les jours, c'est bien aussi parce que comme tu disais, voilà, ne pas y aller comme un bourrin, ça peut vouloir aussi dire ne pas se les brosser tous les jours, si possible. Hem, Ouais. donc pourquoi pas. D'accord. Et tu sais, moi j'avais acheté, alors c'est un peu, ça devient un petit peu à la mode, je sais pas si tu en as entendu parler. Il y a la marque M qui aussi commercialise ça. C'est des sortes de brosses, mais avec des espèces de petits pics en, je pense, en silicone. Et donc tu peux te masser les cheveux. Moi je l'utilise par exemple quand je me fais un shampoing et donc ça masse le cuir chevelu en même temps et c'est pas mal. Voilà. D'accord, alors je connais pas du tout, mais alors oui, j'imagine pourquoi pas, ouais, C'est pas mal. Et si t'as pas un petit chéri qui peut te masser les cheveux, à contrario, c'est pas mal et ça fait mousser le shampoing donc c'est parfait. et bah voilà, Voilà, trop voilà. bien. Alors, on trouve un grand nombre de compléments alimentaires pour les cheveux sur le marché, hein. Il y en a plein. Enfin, je me souviens, l'autre jour, je faisais la queue chez le pharmacien et puis il y avait une nana qui disait bah, je perds un peu mes Ouais. cheveux, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui pourrait marcher, tout ça. Et il y a beaucoup de femmes qui en ont déjà pris. Donc, ça va de la célèbre levure de bière, hein, des mamies à d'autres Oui. produits Mmh. connus. Mais alors, est-ce qu'il y en a qui fonctionnent vraiment? Ça peut fonctionner, hein. Si d'ailleurs ça suffit pour, solutionner un problème de chute de cheveux, bah, très bien, super. Notamment pour le printemps ou changement de saison, tout ça. Oui, voilà, typiquement ce genre de choses, ça peut être, voilà, pas de souci, cependant quand le souci de chute de cheveux vient de plus loin, c'est pas forcément efficace parce que ça va pas cibler la cause de notre chute de cheveux. Il y a notamment plein de compléments alimentaires en ce moment qui fleurissent, pour les cheveux ou même la peau, pour l'acné, tout ça. Mais quand on regarde les compositions, finalement, souvent, moi je retrouve
des nutriments, un nutriment qui peut être utile pour l'alopécie androgénétique, un nutriment qui peut être utile pour la thyroïde, un nutriment qui voilà, peut combler des carences. Et finalement, on a un peu de tout, j'imagine. Voilà, dans le doute, au moins, on met un peu de tout, sauf que on se retrouve avec des dosages assez faibles. Et avec souvent un ou deux nutriments pour une cause spécifique et les autres dont on n'a pas forcément besoin. Et j'aime bien prendre l'image du jeu de fléchettes où on se bande les yeux, en prenant ce genre de complément alimentaire, on tire une fléchette en espérant que ça atteigne le centre de la cible, mais a priori, à moins d'avoir une chance incroyable, ça tombe à côté ou alors pas très loin, mais du coup, au mieux, ça améliore un peu la situation, mais ça ne règle pas le problème. Donc voilà, je dis pas que c'est mauvais, pas du tout. Ça peut même voilà, solutionner les chutes de cheveux de certaines femmes, et dans ce cas-là, très bien. Mais quand voilà, on a des problèmes plus profonds, c'est pas ça qui va régler le problème. Ça peut d'ailleurs être un indice, si ça marche pas, qu'il faut creuser plus loin, tout simplement. Voilà, ouais. Donc ça dépend du degré de perte de cheveux. Ou du degré et de la cause, ouais, surtout. T'en penses quoi du collagène et de la biotine, la B8? Oui, alors c'est vrai que c'est des nutriments auxquels on pense en premier, souvent, pour la chute de cheveux. Et pourquoi pas, c'est un peu comme la levure de bière, si ça marche, eh ben, c'est très bien, super. Mais voilà, si on a un problème plus profond, c'est pas ça qui va régler notre problème. Donc c'est la même chose. Parce que la biotine, c'est quoi? C'est une vitamine, c'est ça? Ouais, c'est une vitamine du groupe B. Donc, D'accord, ouais. Donc en plus du magnésium ou ce genre de choses, c'est pas mal. Si t'as une petite pourquoi perte pas. de cheveux modérée. Ouais, d'accord. Pourquoi pas. Non mais c'est bien, tu vois les différentes étapes qui peuvent fonctionner pour toi, et puis au fur et à mesure, tu vas avoir un spécialiste tout simplement. Enfin, tout Voilà, simplement, ça si on peut peut être dire. oui, ça peut être une manière de procéder par élimination. Et puis si ça marche pas, bah, t'en viens à un moment où tu dis bon, il faut prendre le taureau par les cornes C'est et ça. faire plus, quoi, tout simplement. Et quand on a perdu des cheveux en postpartum, c'est exactement la même chose. Si jamais ça ne s'arrange pas, on oublie ces compléments et on va voir quelqu'un d'autre. Enfin, quelqu'un de plus spécialisé. Exactement. D'accord. Alors, on va finir par un petit jeu de questions-réponses. L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. S'il ne devait rester qu'un seul livre, lequel serait-il? Je dirais comme ça Women's Bodies, Women's Wisdom, qu'un livre de Christian Northrup, et c'est un peu une bible de la santé féminine. Eh, dis donc, on sent un peu l'accent anglais, on voit qu'on a fait des études Ah. là-bas, hein? Exactement. Oh my darling. Un petit déj idéal. Alors moi, en ce moment, c'est œufs avec des petits légumes à la poêle, avec un peu d'huile d'olive sur un petit bout de pain sans gluten. Une habitude à prendre. Alors pour moi, c'est se coucher tôt, ça change la vie, tout simplement. Et c'est pas facile quand on travaille pendant longtemps et que le soir, on a enfin du temps pour soi. Exactement. Une habitude à supprimer. Le sucre. Ça, pour le coup, je suis complètement d'accord. Ton cheat meal préféré? Alors moi, j'aime pas beaucoup cette expression. Alors ton treat meal? Treat meal, je saurais pas vraiment dire parce que pour moi, l'alimentation saine, c'est vraiment pas une punition, au contraire, hein, prendre soin de moi, c'est trop bien et j'aime trop ce que je mange. Qu'est-ce un repas que j'aime particulièrement, un petit chèvre frais sur une tartine de pain, avec une petite salade d'endives, ça paraît tout bête, mais moi j'adore ça, je me fais ça très, très souvent le soir. Et du miel et des noix, non, pour agrémenter le tout? Alors moi, j'aime pas trop le sucré salé, mais voilà. Ouais. Ton sport préféré? Alors, pour faire, moi, marcher, c'est tout bête, mais j'aime beaucoup ça et à regarder le tennis. J'aimerais beaucoup mieux jouer d'ailleurs. Voilà. Un complément alimentaire à ne pas louper? Alors, pour moi, personnellement, c'est le magnésium, hein. Le magnésium, c'est tellement bien pour les hormones, ça fait plus de 600 choses dans le corps, donc le magnésium sans hésiter. Ouais, et j'en ai pris à midi, tiens. Ouf. Super. Ah, bonne élève. Quel est ton mantra, là, ou la phrase que tu te répètes régulièrement? Alors moi, en me couchant, tous les soirs, je dis merci pour cette journée avant de m'endormir. Voilà. Ouais. Mm. La médecine alternative autre que la tienne à tester impérativement? Alors, moi, je suis fan de chiropraxie. Ah, Ça me fait beaucoup de bien. Donc, génial, je recommande. très développé aux États-Unis. En France, un petit peu moins. On est plus ostéopathe, j'ai l'impression, mais c'est Oui, intéressant aussi. Ouais. beaucoup, mais c'est super aussi. Donc, je recommande les deux. Quel conseil tu pourrais te donner à ton plus jeune toi, par exemple 10 ans plus tôt? Alors, je l'ai brièvement évoqué tout à l'heure, mais en fait, non, c'est pas normal de perdre ses cheveux autant, ou alors d'avoir des douleurs menstruelles énormes. Moi, ce que j'ai une endométriose et qu'en fait, on peut agir pour, vivre sans. Donc, voilà, consulter, se renseigner, voilà, ne pas laisser traîner et se dire que c'est une fatalité et que c'est la vie. C'est ça en fait, ouais, c'est un beau message d'espoir et on a besoin d'entendre ça, qu'il y a des pistes en fait. On peut pas toujours guérir tout seul. Des fois, on a besoin aussi d'avoir du recul et d'être aidé par d'autres personnes. Complètement, complètement. Moi, ouais, si j'avais pu, voilà, un conseil que je me donnerais à moi il y a 10 ans, c'est me faire aider, aller voir Ouais. quelqu'un.
Ça change la donne. Investir dans ma santé, quoi. Bah bien Ouais. sûr, exactement, c'est investir toute l'année dans la santé en réalité. Des fois tu te dis oh là là ça coûte cher les compléments ou ceci cela, mais en fin de compte il faut pas penser ça comme ça, plutôt que de se dire oh je pourrais me payer des vacances. Non, dites-vous bah j'investis dans ma santé pour me sentir mieux. Bien sûr, parce qu'être déprimé parce qu'on n'a plus un cheveu sur la tête, Voilà. bah, moi j'aurais préféré dépenser mes sous pour me sentir, bien, dans ma peau, tout C'est simplement. clair. Où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, on peut me trouver à marionnutrition.com, Marion Nutrition sur Instagram, Marion Nutrition partout. Voilà, donc ça devrait être assez facile. Eh ben c'est super, c'est clair. Merci beaucoup Marion pour ce temps que tu nous as donné. Bah, merci à toi de m'avoir donné la parole. Et je te souhaite plein de cheveux tout beaux. Merci, merci Léna.